Bonsoir mesdemoiselles et messieurs, bonsoir chers compatriotes. Comme je l'avais promis la fois passée, on devait se retrouver aujourd'hui pour parler de l'actualité de notre pays. Comme je l'ai toujours dit, tant que notre pays n'a pas encore retrouvé la pleine souveraineté, la souveraineté totale, nous allons continuer à nous battre. La lutte continue, mais le peuple gagnera toujours. Aujourd'hui, problème d'actualité, je vais vous parler, je vais réfléchir avec vous sur le voyage du chef de l'État aux États-Unis d'Amérique. Et en deuxième point, nous allons parler des questions qui irritent, qui énervent, qui fâchent. Il y a beaucoup de questions qui fâchent. La visite du chef de l'État, je pense que le chef de l'État n'est pas allé aux États-Unis en villégiature. Il est allé pour représenter dignement le peuple congolais, mais pour que vous compreniez bien ce qui se passe à propos de cette visite, j'aimerais vous situer dans le contexte de l'heure, contexte de ce temps. Alors vous allez comprendre en ce moment-là ce que représente la visite du chef de l'État aux États-Unis. Notre pays, le Congo, est un pays qui est au centre des luttes entre les grandes puissances pour accéder à nos matières premières. Ces grandes puissances, vous avez d'un côté les puissances occidentales, avec l'Amérique en tête. De l'autre côté, vous avez les dragons chinois. La Chine, qui est la puissance confirmée. Elle n'est plus la puissance montante, mais la puissance confirmée économiquement. Et la Chine a un appétit vorace de matières premières. La Chine a des grandes terres en Afrique où ils cultivent le tabac. La Chine a des grandes terres où ils cultivent le soja. La Chine prend tout ce qui se présente comme matière première en Afrique. Alors, on constate que la percée de la Chine commence autour des années 2002. La Chine qui accroît considérablement ses investissements en Afrique. Et il faut dire ici que c'était un accroissement assez remarquable parce qu'il passait de 5 milliards de dollars à 110 millions de dollars américains en investissement dans sa coopération avec les pays africains. Et quelques années après, autour de 2009, la Chine dépasse carrément les États-Unis d'Amérique comme importateur de matières premières de l'Afrique. Très peu d'années après, donc autour de 2012, on ne parle plus de la Chine qui dépasse les États-Unis, on parle de la Chine comme d'un joueur principal dans les relations commerciales avec l'Afrique. Un acteur de taille dans les relations qui s'impose. Alors, ce qui nous concerne en tant que Congolais, en fait, c'est de voir la comparaison entre les rapports de notre pays avec les traditionnels partenaires et les rapports de notre pays avec la Chine. Qu'est-ce qui arrive? Il est ici important de faire remarquer que dans les rapports, quand on compare ces deux rapports, on constate que les rapports du Congo avec les partenaires traditionnels décroissent d'à peu près 60%. Tandis que les rapports du Congo avec la Chine vont en croissance d'à peu près 69%. Ça, c'est quelque chose qui ne fait pas sourire certaines puissances, certains pays. Alors, ces pays qui se trouvent désavantagés dans les rapports avec le Congo pensent qu'il faut refaire les jeux, il faut redistribuer les cartes, il faut peut-être reconsidérer le pouvoir politique au Congo. Ça, c'est extrêmement important. Alors, quand les États-Unis parlent de reconsidérer le pouvoir politique au Congo, c'est-à-dire qu'ils ont déjà quelque chose comme alternative pour remplacer ce pouvoir. Et on constate, on a vu Herman Cohen qui parlait de M. Mbemba, qui appelait tous les opposants, toutes les forces de l'opposition d'aller se retrouver autour de Mbemba pour
qu'on arrive à battre Kabila. Donc c'est ça, c'était Jean-Pierre Bemba, le candidat des Américains. Là, c'est extrêmement important, il faut que l'on dise quelque chose là-dessus. En fait, les Américains viennent nous proposer un homme qui fut déjà un cacique du pouvoir de Kabila, qui fut déjà vice-président de Kabila. On reproche Kabila de mégestion, mais comment on peut croire qu'Mbemba, lui, n'a pas été associé à la mégestion de Kabila? Donc, c'est le manque d'égard à l'endroit de notre peuple, en fait. On nous propose n'importe qui. Et c'est Jean-Pierre Bemba qu'on nous propose, c'est lui-là même qui menaçait notre peuple quand il voulait descendre dans les rues pour réclamer ce droit démocratique, qui le dénie pour notre peuple, qui menace de descendre, de faire descendre les chars dans les rues. Et c'est Jean-Pierre Bemba qui a hypothéqué, qui a pratiquement vendu sa victoire en 2006. Donc un homme corrompu qui a besoin d'arracher, c'est celui-là que les Américains viennent nous proposer. Donc un candidat impérialiste. De l'autre côté, vous avez les Occidentaux. Les Occidentaux ont déjà aussi un candidat. Parce qu'ils veulent être présents sur la scène, ils se trouvent désavantagés, n'est-ce pas, par le fait que c'est la Chine qui s'accapare de tous les marchés congolais. Alors, quel est le candidat des Occidentaux? C'est M. Moïse Katumbi. Je ne parle pas au hasard, mais M. Moïse Katumbi, c'était un candidat des impérialistes. C'est un élément des impérialistes qui compte sur eux pour accéder au pouvoir. Et on suit autour des années 2015 l'agence Reuters, ce n'est pas n'importe quelle agence, l'agence Reuters, qui annonce que Katumbi a déjà des soutiens dans la sphère du pouvoir à Washington. Et on remarque ici les autorités politiques belges qui se bousculent à Lubumbashi, quand Katumbi était gouverneur de province, qui se bousculent pour aller lui rendre visite, l'encourager à aller de l'avant avec son projet de briguer la présidence de la République. C'est notamment M. Peter de Krem, c'est M. Arman Cruz, monsieur, même les pointures, les hautes pointures de la politique belge, les libéraux flamands et francophones sont descendus. Le ministre, par exemple, des Affaires étrangères, M. Didier Reynders, est descendu au Katanga, est descendu à Lubumbashi pour rencontrer Katumbi et l'encourager. M. Arman, donc c'est toute la clique de la politique belge qui est derrière Katumbi. Donc c'est un autre candidat impérialiste. Alors surgir, pas surgir, ce serait mal d'utiliser le mot, il y a de l'autre côté un homme du peuple, un homme qui n'est pas sous la coupe de l'étranger, un homme qui n'est pas sous la coupe de l'impérialisme, un homme qui sort de l'école du nationalisme, l'école du pays. C'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et cet homme-là va se jeter dans le jeu et il a très peu d'argent comparé à d'autres candidats. Parce que Fayoul, à lui tout seul, il a reçu plus de 3 millions de Katumbi. Alors Tshisekedi, à moins comme 1 million, il fait une campagne extraordinaire, le peuple lui assure son vote, et il est le président de la République. Et là, c'est important parce que dès que Félix est président de la République, dans son discours d'investiture, Félix dit quelque chose. Il dit, écoutez, maintenant, les rapports avec nos partenaires seront basés sur le principe du gagnant-gagnant. Il ne s'arrête pas là. Il dit, ces rapports bénéficieront en priorité à nos partenaires traditionnels. Ça, c'est un message très important. En politique, de gestes ou des messages sont scrutés et peuvent conduire à la catastrophe si les mots, les messages n'est pas bien pesés. Rappelez-vous, quand les gestes ne sont pas bien pesés, rappelez-vous de Lumumba dans les années 60, il avait besoin de moyens pour acheminer ses troupes au Katanga et au sud Kasaï. Du moment, l'ONU lui a refusé cette logistique, alors du moment qu'il a fait recours aux Russes, c'était fini. Il a été étiqueté comme un communiste et il ne pouvait vraiment pas enlever cette image-là. Et vous savez où ça conduit. Donc les mots, le message, en
en politique à ce niveau-là devrait être absolument bien pesé. Alors, qu'est-ce qui arrive? On a vu les jours qui ont suivi sa prestation de serment, l'ambassadeur des États-Unis régulièrement qui défile devant le président, le secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines qui vient, on a vu le représentant de l'ONU dans la région des Grands Lacs qui vient. Donc les Américains ont bien compris le message. Alors, quand le président de la République décide de voyager vers les États-Unis, ce n'est pas pour aller faire valider le programme qu'il a, non, pas du tout. Le programme du président de la République a été validé par le peuple congolais qui lui a donné son suffrage. Il n'a pas cherché ailleurs pour aller faire valider son programme. Donc le président de la République est allé aux États-Unis. Je ne vais pas parler de qui il a rencontré aux États-Unis, quel discours il a prononcé, qu'est-ce qu'il a dit, mais je voudrais tout simplement que les gens comprennent. Quand on arrive dans le cadre d'une visite comme celui-là, tous les lampions sont sur vous. Donc le président de la République, tous ses gestes, toute sa parole, toute sa démarche était scrutée à la loupe par les Américains pour qu'ils comprennent quelle est la personnalité de cet homme qui a affaire à nous. Est-ce que cet homme croit réellement à ce qu'il nous dit? Est-ce que cet homme a confiance en lui-même? Est-ce que cet homme réellement est capable de gérer la coopération avec nous? On les scrute à fond pendant son séjour. Alors, imaginez, qu'est-ce que je peux dire? On a vu des officiers américains, par exemple, les officiers américains qui se montrent qu'ils connaissaient mieux ce que le président de la République était en train d'accomplir dans notre pays que nous-mêmes les Congolais. En fait, pour les Congolais, il y a tout simplement, on peut tout simplement dire qu'il y a des Congolais de mauvaise foi qui s'imposent une nécessité pour ne pas voir ce que le chef de l'État est en train de faire. Et pourtant, la machine est déjà en marche. Alors, s'il y a eu des officiers américains qui disent, voilà, monsieur le président, on a vu, vous avez suspendu des ministres. On vous a vu arrêter les officiers de l'armée. On vous a vu supprimer les cachots qui existaient. On vous a vu libérer les prisonniers. Nous sommes excités de voir la suite de ce que vous êtes en train de faire. C'est déjà quelque chose d'extraordinaire en fait. Ils ont approuvé totalement l'action que le chef d'État est en train de mener. Et alors, le voyage du chef de l'État a été couronné par les rapports stratégiques qu'il a signés avec les Américains. Qu'est-ce que c'est les rapports stratégiques? Ça, c'est important. Les rapports stratégiques, en fait, c'est quoi? C'est une attention que les Américains doivent apporter dans leur coopération avec un pays dans des domaines bien précis. La sécurité, par exemple. Moi, je me demande si ceux-là qui venaient foutre leur nez dans notre pays avec leurs pétales, est-ce qu'ils vont s'hasarder? Et nous recevrons les armes. Bien sûr, nous allons payer ces armes, nous les recevrons pour bouter l'ennemi dehors, parce qu'il vient se jouer sur le terrain où il n'y a que nos partenaires qui sont autorisés, qui ont le droit d'y piétiner. Et dans le domaine de l'éducation, vous savez combien d'éducation chez nous est en lambeaux. Dans le domaine de la santé, vous connaissez bien les problèmes de la santé. Dans le domaine du commerce, de l'économie, dans les différents domaines de la coopération. C'est ça qu'on appelle les accords stratégiques. Et alors ici, il faut souligner que les accords stratégiques, aujourd'hui, les États-Unis les ont signés seulement avec 10 pays dans le monde entier. Un seul pays africain qui a signé des accords stratégiques avec les États-Unis, l'Égypte. Vous connaissez l'importance de l'Égypte aux yeux des États-Unis, le rôle qu'il joue dans la partie du monde où l'Égypte est située. Donc, les accords stratégiques là sont très importants. Nous sommes le seul pays en Afrique subsaharienne, pour ne pas dire toute l'Afrique, parce qu'il y a déjà l'Égypte, qui vient de signer les accords stratégiques avec les États-Unis. C'est parce qu'ils ont vu le sérieux de notre président et sa détermination à éradiquer certains fléaux qui sont à la base du recul de notre pays pour son développement. Donc ici, il faut se signaler que le président de la République a réaffirmé haut et fort, je reprends ce terme, il n'a pas peur qu'il va déboulonner le système qui est à la base de la déchéance de notre pays. C'est extrêmement important.
pour ceux qui continuent à dire que ce n'est pas le président de la République, parce que nous n'avons pas de président. Ceux qui croient qu'il y en a deux, ils se trompent éperdument. Il y a un seul président de la République, c'est M. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Alors qu'il a affirmé, même devant les Américains, qu'il va déboulonner le système. Déboulonner le système, c'est l'ensemble des antivaleurs qui ont érigé place dans notre pays qu'il faut absolument extirper. Voilà ce qui concerne les voyages du chef de l'État aux États-Unis d'Amérique. Il y a des questions qui fâchent. Les questions qui fâchent, il y en a beaucoup. C'est ce que les Congolais pensent, ce que les Congolais disent. Parfois, il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de contre-vérités qui sont dites dans ces histoires. Je vais parler en premier lieu ici de ce qu'ils ont appelé, les Congolais disent, en fait, le président est allé aux États-Unis pour chercher la légitimité. Mais enfin, est-ce que la légitimité d'un chef d'État se donne à l'extérieur? Le président de la République a obtenu la légitimité de main du peuple souverain du Congo, qui lui a donné le pouvoir, qui lui a donné son vote, sa confiance pour qu'il le dirige. C'est de là que le président tire sa légitimité. Aux États-Unis, le président n'est pas allé chercher la légitimité. Au contraire, le président de la République est allé traiter avec les Américains d'égal à égal. À jamais abat les relations maître-esclave qui avaient toujours caractérisé nos relations, ça n'existait plus. Aujourd'hui, nous traitons avec les Américains en tant que partenaires d'égal à égal. Nous encourageons le chef de l'État à aller de l'avant, à être vigilant pour que le Congo soit toujours gagnant dans tous les accords qui peuvent se signer, qui peuvent être signés plutôt avec les pays étrangers, notamment avec la grande puissance qui est impliquée dans les relations tout à fait spéciales avec nous. Vous savez, les 10 pays qui ont déjà signé ces accords, c'est Israël, vous connaissez Israël, son importance aux yeux des Américains. Vous avez l'Angleterre, vous avez la France, vous avez l'Allemagne, vous avez le Japon, vous avez la Suisse, vous avez en Amérique latine, un seul pays, le Brésil. Donc nous sommes aujourd'hui un pays privilégié dans le monde. Ce n'est pas parce que les Américains ont eu le plaisir de vouloir signer ces accords avec nous, c'est parce qu'ils ont trouvé qu'ils ont beaucoup à recevoir chez nous. Nous aussi, aujourd'hui, nous croyons que nous sommes en droit de beaucoup recevoir de part des Américains. Alors, l'autre problème en fait qui fâche, c'est le problème l'affaire Fayulu qui continue avec certaines personnes. On ne peut même pas en parler. En fait, il y a des gens qui me diront, M. Kapeta, pourquoi vous avez parlé de ces problèmes? Mais quand les gens continuent encore à se faire d'illusions, à dire, et voilà, Fayulu, la conférence des leaders de la MOCA qui s'est tenue à Bruxelles du 21 au 23 était claire. Il y a une question qu'on a posée. Quelle sera la place de Fayulu? Est-ce que Fayulu sera toujours la tête du mouvement La MOCA? Bemba n'a pas mâché les mots. Fayulu a été en fait le porte-parole de la MOCA, mais aujourd'hui la MOCA sera restructurée. Je ne sais pas s'il y aura une direction collégiale à la MOCA où on devra donner aussi la responsabilité à M. Fayulu, mais que je sache, s'il faut analyser les choses objectivement, ce n'est pas un Jeannot Bemba très ambitieux tel qu'on le connaît, qui a un parti qui a déjà des assises dans le pays, qui pourra accepter demain que dans un LAMOCA, plateforme politique, il soit dirigé par Fayulu, qui est un leader de 3e classe que eux ont propulsé au sommet de la scène pour une histoire à laquelle ils ne croyaient même pas tous, ils ne croyaient pas ces élections. Ils l'ont propulsé, mais ils ont vu qu'ils ont créé un monstre qui est en train de prendre des proportions, en fait, c'est ça. Donc, ce n'est pas même qui va accepter que Fayulu puisse être à la tête de ce parti. Donc, cette histoire de combat, c'est clair, ils l'ont dit, cette histoire, parce que les questions ont été clairement posées. Qu'en est-il du combat, de la lutte pour la vérité des urnes? Ils ont dit, écoutez, on l'a déjà fait, Fayulu s'est battu, il a gagné les candidats du pouvoir. Voilà, c'est ce qu'ils ont dit. Alors, s'il y a des gens qui rêvent encore,
Il parlait même de Fayulu qui est parti en visite aux États-Unis d'Amérique, qui devait rencontrer Félix, mais comment on peut aller traiter les problèmes du Congo à l'extérieur du Congo? Donc, ça n'est fini cette histoire-là. Ce n'est pas Katumbi non plus qui est les bras financiers puissants. Lui qui a donné 3 millions pour la campagne de Fayulu. Ce n'est pas lui qui est le président de l'ensemble, qui est une constellation de partis politiques, qui va accepter un Fayulu avec son décidé, qui ne compte même pas plus de 2 députés, pour qu'il vienne demain patronner l'organisation qu'ils vont mettre en place. Non, je crois que là, c'est se faire d'illusions. Cette aventure, je pense qu'elle est terminée. Et s'arrête là-bas. Il y a un autre problème sur les questions qui fâchent. L'attitude de la Senko. Parce que les gens en parlent. Partout où vont les autorités de la Senko, les prêtres, ils parlent toujours de la vérité des urnes. Mais là, il faut quand même qu'on se pose la question. Comment on peut croire qu'on détient la vérité lorsqu'on n'avait pas les nombres qui correspondaient à tous les bureaux de vote de la CENI? Ils avaient moins d'observateurs par rapport au nombre de bureaux. Alors, si ils prétendent qu'ils avaient tous les résultats, mais alors les résultats des bureaux, ils n'avaient pas des observateurs. Je pense qu'il faut éviter de créer de la confusion pour opposer les fils du pays. Nous, on a lutté pour que Fayulu se mette avec son frère. Félix a déjà fait des appels à Fayulu. Il l'a cité même clairement et nommément au cours de son discours d'investiture. Si Fayulu, aujourd'hui, il n'est pas allé rencontrer Félix, je crois que la machine Congo continue sa marche. Continue sa marche. Et la question qu'on se pose, pourquoi la Senko et le cardinal Monsengo, lui qui était président de la conférence nationale dans laquelle Étienne Tshisekedi avait été élu avec plus de 110% de voix, pourquoi est-ce que Monseigneur n'a pas défendu cette légitimité d'Étienne Tshisekedi? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas utilisé les mêmes tribunes qu'aujourd'hui pour aller défendre cette légitimité d'Étienne Tshisekedi à ce temps-là? Pourquoi est-ce que lui, Monseigneur Monsengo, avait proposé une alternative qu'il a appelée troisième voie? C'est lui qui est à la base de la troisième voie. Donc il a foulé au pied une légitimité que lui-même a présidée. Et aujourd'hui, il n'arrête pas de parler qu'il Fayulu a gagné. Il y a de quoi se poser la question. Pourquoi il fait cela? 2 poids, 2 mesures. Pourquoi le même Monseigneur Monsengo et la Senko, après les élections de 2011, gagnées par Étienne Tshisekedi, et les Katumbi qui étaient avec Kabila à l'époque, ils disent non, c'est lui qui avait gagné, et ils le savaient. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas allés dans le Sénat belge, ils ne sont pas allés dans tous ces milieux pour défendre cette légitimité, pour défendre la vérité? Parce qu'ils disent qu'ils sont des prophètes, ils doivent annoncer la vérité. Pourquoi ils ne sont pas acharnés autant qu'ils le font aujourd'hui pour Fayulu? Là, on se pose beaucoup de questions. Ce n'est pas à moi de répondre à ces questions en ce moment. Nous avons aussi des problèmes d'affaires rwandaises. Les gens, oh mon Dieu, ils ont spéculé, voilà, on a vu quelqu'un dans le rang du chef de l'État. Mais cette histoire rwandaise, vous croyez que Félix peut la résoudre dans 3 mois, après 3 mois de pouvoir? Un dossier comme celui-là, qui est à la base de tout ce que nous endurons aujourd'hui dans le pays. Cette histoire de Rwandais, ça commence avec Mobutu, qui avait mis Bisengimana comme directeur de cabinet. Ce n'était pas un directeur de cabinet comme n'importe lequel, parce qu'il n'y avait pas de poste de Premier ministre à l'époque. Donc cet homme-là était comme le Premier ministre. Il pouvait gommer et dégommer, nommer des PDG, des ministres comme il le voulait. C'est lui qui a ouvert la brèche pour que les Rwandais pénètrent dans tous les secteurs de la vie nationale. Et on a même donné des nationalités collectives. Pourquoi aujourd'hui on peut croire que
cette responsabilité, ça devient... Non, il y a des priorités pour le chef de l'État. Les problèmes aussi de ce Rwandais, c'est une grande priorité de nationalité. Nous sommes dans des pays où nous avons la petite nationalité, mais on respecte nos droits. Moi, je ne dirais pas que cet homme-là n'est pas rwandais. Non, je n'ose pas dire ça. Je ne dirais pas qu'on ne puisse pas s'attaquer au dossier des Rwandais. Je ne peux pas dire ça. Au regard de ce que nous avons enduré avec les Rwandais, c'est un problème sérieux. Cet homme-là, est-il né au Congo? Je ne sais pas. Je ne connais même pas. Parce qu'il y a des Rwandais qui sont venus en 59. Ça, on connaît l'histoire pour les gens qui lisent l'histoire, qui sont restés dans notre pays pendant plusieurs années, qui ont eu des enfants, et ces enfants-là qui sont nés ici, est-ce qu'ils ne sont pas congolais? Moi, je ne sais pas. Ça, c'était notre dossier, je n'entends pas m'hasarder là-dessus. Eh bien, mais ce que moi je condamne, et que l'on fasse du président à un moment donné bouc émissaire, voilà, il a amené un Rwandais. Mais si dans l'état actuel, cet homme-là n'est pas rwandais, cela est justifiable. Comment est-ce qu'on peut dire qu'il est rwandais? Le problème des Rwandais est sérieux. Nous avons des généraux rwandais, nous avons tout ça. Nous n'avons pas accepté que nous continuions à avoir ce genre de choses à la tête de nos pays. Rappelez-vous que Laurent Désiré Kabila a amené un Rwandais comme chef d'état-major. Cet homme fuit le Congo et il devient ministre de la Défense chez lui. Donc, qu'est-ce que Félix a à voir avec ça? Le président Félix. Donc, c'est un problème sérieux. Nous avons le problème de... Et ici, il faut dire que après Mobutu, qui avait ouvert la brèche pour le Rwandais, il y a eu l'AFDEL, les Kabila, c'est alors qu'ils sont entrés. Et ceux qui ont lu les accords de l'Émirat, ils trouvaient qu'à l'article 4, il est stipulé qu'on doit laisser, après la victoire de l'AFDEL, on doit laisser 300 km de frontières aux pays voisins pour les protéger contre les rébellions. L'article 7, il préconise qu'il devrait donner nationalité collective aux camarades Benyamulenge et à tous ces Rwandais qui sont nés au Congo. Le problème n'est pas un si petit problème. Vous savez, les gens qui ne voient pas ce que le président de la République est en train de faire, qui s'impose une cécité, je ne sais pas comment ils réagissent devant les étrangers qui égrènent tout ce que le président est en train de faire au pays à leur place. Quand les étrangers voient ce qu'il est en train de faire, quand les étrangers considèrent qu'il est sur la bonne voie, quand les étrangers lui accordent les partenariats privilégiés comme celui qui vient d'être signé, à cause de la détermination, à cause de la manière dont il est en train de gouverner le pays, que nos concitoyens, nos compatriotes ne puissent pas voir cela, c'est très malheureux, c'est dommage. Il y a aussi des problèmes de l'encontre avec le président Trump. Il parle, voilà, ce sont des questions fâcheuses. Il est invité par Mike Pompeo, qui est le secrétaire d'État, qui est le ministre des Affaires étrangères. Dans la hiérarchie du gouvernement, c'est pratiquement lui le patron. Alors, cet homme-là qui l'a invité pour des choses précises, les gens qui veulent saboter l'action du chef de l'État, non, il n'a pas rencontré Trump. Vous voulez dire que Trump a refusé de le recevoir? Je crois que le président aura l'occasion de rencontrer son collègue Donald Trump un jour, l'un de ces jours. Alors il ne faut pas spéculer avec des mensonges de n'importe quel genre. Il a rencontré tous les officiels qu'il pouvait, compte tenu du besoin actuel de l'État, de notre pays. Nous avons signé un accord extraordinaire, un accord qui existe entre les États-Unis qu'avec 10 pays dans le monde entier. Et dans toute l'Afrique, il n'y a que l'Égypte, qui est un grand allié des États-Unis, et après l'Égypte, c'est le Congo. Donc, il ne faut pas faire des spéculations qui n'ont pas le choix. Et il y en a qui parlent de trop de voyages pour le président de la République. Le président voyage trop, mais il ne voyage pas trop pour lui seul, pour lui-même, pour ses enfants, en villégiature, comme je dis.